Monsieur le recteur, chers professeurs, étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand honneur d'être invité à m'adresser à vous à l'université de Bujima Chikama, une des grandes universités de cette province, mais aussi de la République démocratique du Congo. Lorsque les étudiants m'ont contacté et ils m'ont demandé de m'adresser à vous sur le sujet de fluctuation du taux d'échange, analyse des méthodes, analyse des mesures de stabilisation de la monnaie. Ils ont ajouté le mot analyse critique. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous voulez me créer des problèmes avec les politiciens ou pas? Parce que si vous me demandez de critiquer, alors là, je vais foncer les temps et je vais les critiquer sérieusement. Mais avant de vous donner la couleur de ce que sera cette présentation, je voulais vous dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne l'ai pas fabriqué hier seulement, politicien, parce que ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit depuis 2000. Je l'ai dit en 2007 en écrivant le livre Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo. J'ai critiqué les autorités politiques et monétaires à l'époque. Donc les mêmes critiques de 2007, je les ai répétées en 2012 dans ce livre intitulé La bataille pour une monnaie nationale crédible. Ce livre-là, je l'ai publié en 2012 aux éditions de Bourg à Bruxelles. J'avais critiqué sérieusement les relations entre la Banque centrale et les autorités politiques, en pointant du doigt ces relations-là comme étant ce qui est à la cause de la dépréciation monétaire, qui n'a pas commencé hier, parce que beaucoup de personnes pensent que la dépréciation monétaire est arrivée pendant les 4 dernières années. C'est faux. Ça a commencé depuis très longtemps. Moi qui vous parle, je suis l'un des concepteurs du franc congolais. Nous avons conçu le franc congolais et nous l'avons lancé en juin de 1998. Quand on a lancé le franc congolais en ce moment-là, le taux d'échange était de $1 égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, $1 égal à 2500, 2400, 2600 francs congolais. Il y a eu une dépréciation monétaire pendant cette période-là, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Un taux de dépréciation monétaire de près de 200 000%. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que ce que vous et moi nous appelons monnaie, c'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Et ça n'a plus de valeur depuis trop longtemps. Donc si bien que quand on fait des mesures présidentielles de stabilisation de la monnaie, on essaie de stabiliser quelque chose qui n'existe plus. La monnaie là est morte depuis très longtemps. Et ce que je vous dis là, je l'ai répété encore dans un livre publié en 2000, c'était combien ça? Je l'ai publié donc en 2013 en Angleterre. Comment bâtir la crédibilité des banques centrales? Et pour analyser comment une banque centrale doit être crédible, je me suis dit, nous allons étudier les grandes banques centrales du monde qui donnent des meilleures monnaies de la planète. J'ai étudié la Banque centrale américaine, la Fed, qui nous donne le dollar. Et j'ai compris les mécanismes de fonctionnement de la Fed et la relation qui existe entre la Fed et les autorités politiques, la Maison Blanche. J'ai étudié la relation qui existe entre la Banque centrale du Canada et les autorités politiques pour nous donner le franc canadien qui est très stable. Nous avons étudié la Banque centrale suisse qui nous donne le franc suisse et la relation entre le Parlement suisse, les autorités suisses
et la Banque nationale de la Suisse. Nous avons étudié la Banque centrale d'Angleterre. Nous avons étudié la Banque centrale européenne, de l'euro. Et après avoir tiré des leçons de toutes ces banques centrales et des relations qui les lient aux autorités politiques, nous avons dit nous allons appliquer ces leçons-là. C'est pour ça que c'est les leçons de politique à appliquer aux pays émergents. Quelles sont les leçons que nous avons apprises de toutes ces grandes banques centrales du monde qui nous donnent les meilleures monnaies de la planète, le dollar, l'euro, le franc canadien, la livre sterling? Et quelles sont les leçons que nous tirons de cela que nous devons appliquer à des pays en développement? Et devinez quoi? J'ai choisi un pays en développement auquel j'ai voulu appliquer toutes ces leçons-là tirées des grandes banques centrales du monde. Et j'ai appliqué ces leçons-là. Devinez à quelle banque centrale? La banque centrale de mon pays, la banque centrale du Congo. Et j'ai défini ce que devait être la relation de la banque centrale du Congo par rapport aux autorités politiques pour que cette banque centrale crédible nous donne une monnaie nationale stable et crédible. Donc, les choses que je vais vous dire aujourd'hui, là, je ne les ai pas inventées hier. Et ce ne sont pas des critiques orientées vers le pouvoir en place, parce que beaucoup de gens parmi vous, là, il y a des fanatiques qui vont dire, mais tiens, il est en train de critiquer donc notre régime. Votre régime, s'il ne fait pas donc de bonnes choses, après ce que moi j'ai étudié là, je vais le critiquer. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Système d'échange, c'est quoi d'abord? Quand on parle donc du taux d'échange, je voudrais demander aux étudiants en sciences économiques qui sont dans cette salle, un taux d'échange c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est un taux d'échange? Rapidement. C'est quoi? Allez-y madame. Un taux d'échange c'est quoi? Les taux d'échange c'est les prix qui montent à l'énorme. Mais voilà, il a tapé juste. Les taux d'échange, c'est les prix d'une monnaie à une autre. Le pays dans le monde aujourd'hui. Et ces pays font du commerce international. Un commerce international implique l'achat de biens dans un pays pour transporter ces biens-là dans un autre pays. Mais pour acheter cela, il y a deux monnaies qui entrent en ligne de compte. La monnaie du pays importateur et la monnaie du pays exportateur. Donc le taux d'échange, c'est le prix d'une monnaie dans une autre monnaie par rapport à une autre monnaie. On a le dollar américain et le franc congolais. Le taux d'échange, c'est si vous avez un franc congolais, vous achèterez combien de dollars? Ou bien si vous avez le dollar, vous achèterez combien de francs congolais? C'est ça, les taux d'échange. Alors, ces taux d'échange-là peuvent fluctuer ou bien peuvent être fixes. Il y a deux systèmes d'échange qui sont utilisés à travers le monde. Ces deux systèmes d'échange-là, c'est le système d'échange fixe et le système d'échange flottant. Flottant, ça veut dire que le prix de la monnaie, le taux d'échange, est déterminé par le marché, par le jeu de l'offre et de la demande. Ce n'est pas un prix prédéterminé. Vous vous réveillez un matin, moi j'ai beaucoup de dollars et vous avez très peu de francs congolais. Moi qui ai trop de dollars, je dois acheter les francs congolais. Je suis disposé à vous donner beaucoup plus de dollars contre le peu de francs congolais que vous avez. Par conséquent, dans ces conditions, dans l'exemple que je viens de donner, le franc congolais achètera beaucoup de dollars. Parce que les détenteurs de dollars qui veulent s'en débarrasser ne peuvent trouver que très peu de gens qui ont des francs congolais qui peuvent échanger contre ça. Donc, ils vont demander, ceux qui ont des francs congolais vont demander beaucoup plus de dollars. Les taux d'échange seront donc en faveur de ceux qui détiennent donc les francs congolais. L'inverse est aussi possible. Vous avez des gens qui ont tout plein de francs congolais qu'on fabrique à gogo. Et quand on a tout plein de francs congolais, il y a très peu de dollars disponibles dans le marché. Ceux qui ont des francs congolais et qui veulent avoir des dollars sont disposés à en donner beaucoup, à donner trop de francs congolais pour avoir les peu de dollars donc disponibles. Vous allez trouver que les taux d'échange dans ces conditions-là sont en faveur du franc congolais, en faveur donc du dollar. Il y a, depuis un certain temps, ces deux systèmes d'échange, le système d'échange flottant ou bien le système d'échange fixe, qui ont été étudiés par les autorités politiques de la RDC.
il fallait choisir un seul système. Le système d'échange fixe, c'est là où on a un taux d'échange prédéterminé, négocié entre les autorités politiques ou les autorités monétaires avec un pays extérieur qui sert donc encore. En d'autres termes, on lie la monnaie d'un pays dans un rapport fixe avec la monnaie d'un pays extérieur. Je donne l'exemple du franc CFA. Le franc CFA, on a déterminé que les gens qui sont au Congo-Brazzaville, ils vont avoir un franc, 1 euro. À l'époque, c'était le franc français. Un franc français ou 1 euro égale à, par exemple, 500 francs CFA. Un rapport fixe. Ce n'est pas le public qui va déterminer ce prix-là sur le marché. Le prix est prédéterminé dans un accord entre le gouvernement du Congo-Brazzaville et les autres pays membres de la zone CFA avec les autorités françaises pour que ce taux-là reste fixe, figé pour toujours, sauf si on doit le réévaluer. Quand on le réévalue, on parle donc de la dévaluation pour réajuster le taux. C'est-à-dire que dans le système de taux d'échange flottant, tous les matins, sur le marché, il y a des gens qui offrent, il y a des gens qui demandent en fonction de ceux qui offrent plus, qui demandent plus, les taux d'échange sont déterminés, ils peuvent aller dans ce sens comme dans l'autre. Alors, ça, ce sont des concepts généraux en ce qui concerne les taux d'échange. Maintenant, je vous ai dit qu'on peut exprimer les taux d'échange en termes de une unité de monnaie nationale achète combien de monnaie étrangère. Nous allons projeter ici un tableau qui montre l'évolution du taux d'échange du dollar américain par rapport au franc congolais ou du franc congolais par rapport au dollar américain. Et ce, j'ai voulu éviter que les gens se focalisent sur les critiques qu'on peut faire à l'égard du gouvernement actuel. Parce que ce problème-là a commencé depuis très longtemps. Donc, je vous donne l'évolution du taux d'échange du dollar par rapport au franc congolais et du franc congolais par rapport au dollar depuis la mise en circulation du franc congolais en juin 1998. En juin 1998, vous pouvez voir que le taux d'échange était de 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. C'était en juin 1998. Ça, c'est l'expression donc 1 dollar achète combien de francs congolais. À la même période, là, pour savoir combien de francs congolais, combien de dollars étaient achetés par les francs congolais, vous faites simplement 1 divisé par ce taux d'échange là. Et vous trouvez un franc congolais acheté 74 cents d$1 américain. Ça, c'est en juin 1998. En d'autres termes, en ce moment-là, un franc congolais était littéralement égal à 1 dollar. C'est ça quand nous avions conçu la monnaie. On avait voulu que ça tourne autour de ça. Si vous regardez par exemple le rapport entre l'euro et le dollar américain, vous trouverez que ça tourne à peu près dans ces environs. 1 euro égale à 1,3 à 2 dollars, ou ça fluctue donc dans une certaine marge de manœuvre. Maintenant, depuis ce temps, quand on a lancé le franc congolais en juin 1998, on a assisté à une dépréciation continue du franc congolais. Nous sommes passés en 98 de 1,34 à décembre 99 à décembre 98 à 4,5. Le franc congolais avait commencé à se déprécier depuis ce temps-là. L'année suivante, on était à 9. On est passé de 4,5 à 9, à 50, 336, et ça continuait pour arriver aujourd'hui au taux de combien? Pour arriver aujourd'hui au taux de 1 dollar égal à 2400 dollars. 2400 francs congolais. Maintenant, divisez, faites l'inverse. C'est-à-dire cette colonne-ci. Prenez 1 divisé par ce taux d'échange-là. Et vous allez voir comment la monnaie congolaise se déprécie chaque jour. Mais retournez à peu près à ce niveau-là, vous allez voir ce qui est arrivé. Vous voyez là, on était à 0,74 dollars pour un franc congolais. On est descendu à 0,22. On est descendu à 0,11. On est descendu à 0,02. Et regardez ce qui arrive cette année. En décembre 2001, nous sommes arrivés au taux de 1 franc congolais acheté combien de dollars? Dites-moi ici, c'est combien?
0,0029. Arrondissez à un chiffre après. Un franc congolais achetait combien de dollars? 0 $. Notre monnaie a perdu toute sa valeur depuis cette année-là, depuis décembre 2001. Notre monnaie avait commencé à devenir ce que je vais appeler, que vous n'aimez pas beaucoup entendre. Notre monnaie était devenue la monnaie des singes. Ça ne valait rien. Et depuis ce temps-là, nous avons continué avec la même monnaie qui se dépréciait au jour le jour. Nous sommes arrivés ici, descendez maintenant en 2022, un franc congolais achète combien? 0,0004. Arrondissez, vous avez combien? 0. La monnaie depuis 2001 jusqu'aujourd'hui est restée à une valeur nulle. Une valeur 0. La monnaie ne vaut plus rien. En d'autres termes, quand on paye des gens en francs congolais, on leur paye quoi? On ne leur paye pas quelque chose qui a le pouvoir d'achat. Et c'est depuis 2000 ans jusqu'aujourd'hui. Ok? Donc, la question de dépréciation monétaire n'a pas commencé il y a 4 ans. Ça n'a pas commencé il y a 4 ans. Ça a commencé depuis la création de la monnaie. Maintenant que vous avez vu l'évolution des taux d'échange, je voudrais que vous puissiez visualiser cela à travers les graphiques. Ce graphique ici vous montre combien de francs congolais $1 achète. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on est parti de $1 égale à 1,3 francs congolais. Et nous sommes arrivés à $1 égale à 2400, 2500 francs congolais. Donc on a l'impression qu'avec $1 américain, on a beaucoup de francs congolais. Mais ce sont beaucoup de francs congolais qui ne valent rien, qui n'ont aucun pouvoir d'achat. N'est-ce pas? Je vais maintenant vous donner la vraie évolution du franc congolais qui doit montrer aux Congolais comment évolue leur monnaie et comment évolue leur pouvoir d'achat. C'est le graphique suivant. Dans ce graphique-là, on vous montre un franc congolais achète combien de dollars? Au lancement de la monnaie en 1998, un franc congolais achetait 0,74 $. Et au fil des années, voilà comment la valeur de notre monnaie évolue. Ça descend, ça descend. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on arrive en 2001, on est littéralement au niveau 0. 2002, un franc congolais n'avait plus de valeur. La valeur réelle était donc 0. Et nous sommes restés cloués à ce niveau de 0 valeur-là pour notre monnaie depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que notre monnaie, c'est depuis très longtemps que ce problème a commencé. Et on s'est réveillé il y a 2 semaines là, on a dit qu'on va stabiliser la monnaie. C'est qu'on n'a pas compris qu'on stabilisait quelque chose qui n'existait plus. Alors, la valeur de la monnaie congolaise est nulle depuis très longtemps. Maintenant, quelle est la conséquence du fait que la monnaie que nous avons, qui est constitutionnellement reconnue par la constitution de la RDC, parce que je vais vous lire tout à l'heure l'article 170 de la Constitution. Cet article-là, de la Constitution de la RDC, dit que la monnaie de la République démocratique du Congo est quoi? Le franc congolais. Et qu'il a le pouvoir libératoire sur l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'il n'y a que cette monnaie-là que nous pouvons utiliser sur l'étendue du territoire national. Mais comment voulez-vous connaître la seule monnaie qui soit utilisable sur l'étendue du territoire national, mais qui a une valeur 0, qui ne vaut plus rien? Le public n'est pas bête. Quand le public a réalisé que notre monnaie ne conserve pas les 3 fonctions essentielles d'une monnaie, les étudiants en sciences économiques, quelles sont les 3 fonctions que doit remplir une monnaie ici? La monnaie doit remplir 3 fonctions. La première fonction est des transactions. Deuxièmement, réserve des valeurs. Et troisièmement, unité des comptes. Unité des comptes, réserve des valeurs et intermédiaire des échanges. C'est ce qu'il a appelé facilitation de transactions. Intermédiaire des échanges. Lorsque une monnaie ne remplit plus ces 3 fonctions-là, le public n'est pas bête. Le public va dire, mais tiens, vous les autorités, vous dites d'utiliser cette monnaie-là,
vous nous dites d'épargner dans cette monnaie, mais quand je conserve cette monnaie, demain, je n'aurai plus de pouvoir d'achat. La valeur sera partie. Par conséquent, le public congolais s'est réfugié dans l'utilisation d'une monnaie étrangère, qui est le dollar. On n'a pas dit au public congolais rejeter le franc congolais, mais le public lui-même a dit, vous les autorités, vous nous avez donné une monnaie qui est le franc. Vous nous dites que c'est la seule que nous devons utiliser, mais cette fonction ne remplit plus les trois fonctions essentielles d'une monnaie. Par conséquent, nous allons utiliser une autre monnaie, même qui n'est pas la nôtre, mais qui conserve les trois fonctions essentielles d'une monnaie. Intermédiaire des échanges, unité de compte, réserve des valeurs. C'est comme ça que le phénomène de la dollarisation s'est développé. La dollarisation maintenant, c'est quoi? Un autre étudiant peut me dire ce que c'est la dollarisation. Vous? La dollarisation, c'est l'utilisation de la monnaie dollar comme monnaie refuge dans un pays. Voilà. La dollarisation, en réalité, c'est la juxtaposition ou bien la circulation concomitante de deux monnaies. Le franc congolais qui est la monnaie légale dans un pays, et le dollar américain. Et le public, je connais ce que je fais, mais si je comprends pas de parce que ça lui procure les fonctions, les trois fonctions dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas moyen de raconter ça ici. Le franc congolais ne semble plus remplir. C'est ça la dollarisation. Donc, il s'est développé dans un autre pays le phénomène de la dollarisation, où au côté du franc congolais, les gens ont commencé à utiliser aussi le dollar. Au côté du dollar, il y a d'autres monnaies. Quand vous allez aux frontières de la RDC, vous allez trouver des gens qui utilisent le franc CFA, le shilling ougandais, le franc rwandais, la monnaie de la Zambie, de l'Angola. On utilise l'euro, on utilise toutes les monnaies du monde dans notre pays. Ceci a des conséquences. Quand il y a la dollarisation, il y a en quelque sorte perte de la souveraineté nationale, perte des prérogatives constitutionnelles reconnues à un État. Un État doit battre monnaie. Cette monnaie est utilisée par la population dans les limites du territoire national. Mais quand vous avez des monnaies étrangères battues par d'autres gouvernements étrangers qui viennent circuler chez vous, il y a quelque chose que vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu quand on utilise la dollarisation? Vous avez perdu le contrôle de la masse monétaire du pays. Vous avez perdu le contrôle de la masse monétaire du pays, donc l'ensemble des dépôts du système bancaire. Vous allez voir que beaucoup de dépôts seront en dollars américains, alors que les dépôts en francs congolais restent minimes. Et vous allez voir aussi que dans les bilans des banques, les crédits bancaires vont prendre une proportion énorme contre les produits bancaires en monnaie locale. Nous allons projeter une illustration de ce que je vais dire. C'est voir la politique monétaire de la mettre à l'œuvre. Vous allez voir que les autorités monétaires et politiques peuvent prendre des mesures, mais qui concernent en réalité les francs congolais. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour agir donc, sur les dollars, parce que ce n'est pas une monnaie qui contrôle. Donc la marge de manœuvre est très réduite à cause de la dollarisation, qui fait que ici, nous n'avons que 4% de la masse monétaire que nous contrôlons. Le reste, ça nous échappe, ça revient aux autorités extérieures. Continuez avec le graphique suivant, qui nous donne ça, c'est les dépôts bancaires en dollars américains. Et quand on fait les crédits, 94% des crédits bancaires sont en quelle monnaie? En dollars américains. Simplement 6% de crédits bancaires sont en francs congolais. Encore une fois, politique monétaire, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler des taux directeurs. Quand la Banque centrale décide d'augmenter ou de diminuer les taux directeurs, en réalité, ce qu'ils font là, ça n'affecte que cette portion-là. Est-ce qu'on peut avoir des résultats qui soient durables si vous prenez des décisions qui n'affectent que 6% de la masse monétaire donc dans un pays? Il y a un problème qui se pose. La structure même des bilans ou des actifs financiers à la République démocratique du Congo, du fait de la dollarisation, cette structure-là fait que la marge de manœuvre des autorités monétaires est très réduite. Maintenant, nous avons vu la structure des dépôts, la structure des dépôts. Alors, maintenant, je voudrais revenir maintenant aux mesures de stabilisation de la monnaie. Quel est le constat d'abord qui a amené à ces mesures-là? Le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a une surliquidité énorme des francs congolais sur le marché d'échange.
quand on dit surliquidité des francs congolais sur le marché des changes, c'est qu'il y a une rareté exceptionnelle des devises étrangères sur le marché des changes. Il y a tout plein de gens qui ont des francs congolais et très peu de gens qui ont des dollars. L'échange entre les deux fait qu'il y a dépréciation de la monnaie parce que ceux qui ont tout plein de francs congolais sont disposés à donner pour recevoir les peu de devises qui existent. Rareté des devises entraîne donc le renchérissement du coût du dollar par rapport aux francs congolais. Ça, c'est ça qu'on a constaté sur le marché. Donc sur le marché interbancaire, raréfaction des devises étrangères, même si les recettes publiques ont augmenté depuis le début de l'année, mais on constate qu'il y a la rareté donc, des devises sur le plan, sur le marché d'échange. Rareté des devises, donc excès de demande de devises. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de devises qui existent sur le marché des change. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir ces devises-là. Parce qu'on cherche à avoir des devises, alors qu'il y a excès aussi de la masse monétaire en francs congolais. Trop de francs congolais contre très peu de devises. Conséquence, dépréciation de la monnaie. Ceux qui ont des francs congolais sont disposés à donner le maximum pour avoir les peu de devises qui existent sur le marché. Alors, il y a lieu de se poser la question, pourquoi cette situation de rareté et pourquoi il y a surliquidité sur le marché bancaire? J'ai voulu étudier le phénomène de l'offre et de la demande. Je réalise donc qu'il y a des équilibres. Mais ce déséquilibre provient de quoi? Et c'est là que quand on parle des mesures de stabilité de la monnaie, on ne semble pas pointer du doigt le vrai problème. Et je vais vous dire le vrai problème, je vais mettre le doigt dans la plaie. Le vrai problème, c'est qu'au début de cette année, notre gouvernement a élaboré un budget national. Ce budget national nous a donné un budget de combien? Où sont les étudiants? Nous avons un budget national de combien? Nous avons un budget, voulais dire, de 16 milliards. Nous avons un budget national de 16 milliards. Quand on dit budget national de 16 milliards, ça veut dire quoi? On a des recettes publiques de combien? On a des dépenses publiques de combien qui sont prévues pour cette année-là? Qui d'autre? Je vais donner la parole. On a des recettes de combien? Pour faire l'équilibre, on a les recettes de 16 milliards et aussi les dépenses aussi de 16 milliards. Voilà, le budget doit être équilibré. Les recettes publiques doivent être égales aux dépenses publiques. Donc, on prévoit au courant de l'année 2023 avoir les recettes publiques de 16 milliards de dollars. Parce qu'on prévoyait avoir les recettes publiques de 16 milliards de dollars. Nous avons aussi fait une liste de projets. On a prévu des dépenses pour utiliser cet argent-là. La liste des projets ou des dépenses publiques s'élève à 16 milliards. Maintenant, on commence à réaliser le budget. Réaliser le budget, c'est-à-dire combien de recettes entre tous les mois. Déjà au mois de janvier de cette année, on a réalisé des recettes publiques de 500 millions de dollars. Quand j'ai entendu 500 millions de dollars, j'ai envoyé un tweet directement pour dire hop, nous sommes en difficulté. Si on a au mois de janvier 500 millions de dollars, je me suis dit, je sais que les recettes ne sont pas linéaires et on ne va pas réaliser le même chiffre chaque mois. Ça peut augmenter, ça peut descendre. Mais moi, je me suis dit, prenons le mois de janvier comme étant un indicateur. Si le rythme actuel continue, et je ne le souhaite pas, on aura combien de recettes publiques à la fin de l'année? J'ai pris 500 millions multiplié par 12 et j'ai obtenu 6 milliards de dollars. J'ai envoyé un tweet pour dire, j'alerte tout le monde. Nous risquons d'avoir une situation de déficit budgétaire énorme. Prenons garde. Les 16 milliards ne semblent pas être réalistes. Il faudrait que nous puissions penser à pouvoir réajuster ça à un moment. Sauf miracle, si on arrive le mois de février, on arrive à réaliser par exemple 2 milliards de recettes publiques contre 500 millions au mois de janvier. Je vais me dire, je m'étais trompé, ça risque donc de s'équilibrer. Mais ce rythme-là a continué. Au point où, quand nous arrivons au mois de juin, l'Observatoire de la dette publique a préparé un tableau qui a indiqué que au 23 juin,
2023, on avait réalisé des recettes publiques de 4,2 milliards de dollars, contre des prévisions qui étaient prévues à l'époque de 5,8 milliards. D'où il y avait déjà un déficit de 3,6 milliards de dollars au 30 juin 2023. Ça, c'est le dette. Un déficit de 3,6 milliards de dollars. Je me suis dit, je ne m'étais pas trompé. Mais l'IGF a voulu me corriger. Ils ont fait un communiqué en disant, attention, nous avons des vrais chiffres. L'IGF nous a dit, ils ont estimé, ils trouvent qu'ils ont, au 28 juillet 2023, les recettes publiques de 5,5 milliards de dollars. Mais moi, je me suis dit que si l'IGF dit que au 28 juillet, nous avons des recettes de 5,5 milliards de dollars, ce qui me donne raison, c'est que si déjà, après la moitié de l'année, on est à 5,5 milliards de dollars, les 5 mois qui restent, est-ce qu'ils pourraient réaliser 10 milliards de dollars pour faire le total 10,5 milliards de dollars pour faire le total de 16 milliards? Je me suis dit non. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, il pourrait avoir raison, mais moi je pense qu'il se trompe. Alors, si on fait le double de 5,5 milliards de dollars pour toute l'année, même d'après les chiffres optimistes de l'IGF, on va arriver à réaliser, à terminer l'année avec 10 milliards de dollars. Mais réellement, parce que ces chiffres-là étaient présentés au 28 juillet, c'est qu'on va terminer l'année avec un total de recettes publiques de l'ordre de 7 à 9 milliards de dollars. Contre les prévisions de combien? De 16 milliards. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'on aura un déficit budgétaire énorme. 16 milliards, 8 milliards, d'après les chiffres de l'IGF, on risque d'avoir un déficit budgétaire de 8 milliards. Mais je voudrais garder un peu de lueur d'espoir. Pourquoi? Parce que beaucoup de rentrées fiscales, les gens comme la DGDA ou les grandes entreprises et consorts vont payer les impôts dans les 3 derniers mois de l'année 2023. Donc on risque d'avoir donc des rentrées fiscales en cascade. Et même ça, si cela est le cas, je doute fort qu'on va atteindre le chiffre de 10 milliards de dollars. Donc, même avec les chiffres optimistes de l'IGF, 10 milliards de dollars, ça veut dire un déficit de 6 milliards de dollars. Maintenant, la question est de savoir, si on a un déficit de 6 milliards de dollars, on va le financer comment? C'est là qu'interviennent les mesures présidentielles de stabilisation de la monnaie. On va financer ce déficit-là comment? Je vais vous donner 3 options pour financer le déficit. La première option, c'est d'utiliser les réserves d'échange de la Banque centrale. Et la Banque centrale du Congo a des réserves d'échange de combien? Actuellement, les réserves d'échange de la Banque centrale s'élèvent à 5,8 milliards de dollars. C'est un chiffre impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en début de cette mandature-là, il y a 4-5 années, les réserves d'échange de la Banque centrale étaient dans les environs de 800 millions de dollars. Arriver à faire 5,8 milliards de dollars, il faut applaudir ça, c'est un effort énorme. Sauf que, je souligne, la qualité de ces réserves-là n'est pas très bonne. Pourquoi? Parce qu'au lieu que ces réserves proviennent des exportations de la RDC vers des pays étrangers, la majorité de ces réserves sont venues d'aides bilatérales et multilatérales, venues du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et ces aides-là ne sont pas répétitives. On vous les a données une fois, ça s'arrête là. Et quand on vous les donne, il y a même une condition. Il ne faut pas les utiliser. Ou il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Pourquoi? Parce que pour le Fonds monétaire, il faut que les réserves d'échange représentent à tout moment 3 mois de couverture des importations. C'est la limite. C'est un ratio qu'il faut observer. Or, nos réserves à nous, 5,8 milliards de dollars, représentent un ratio de combien? 2,7 mois de couverture d'importation. En dessous de la limite, donc, des 3 mois de couverture d'importation. Donc, on n'a pas trop de réserves, on n'a pas suffisamment de réserves. Si bien que quand il y a eu la taxe sur la monnaie, la Banque centrale était hésitante de pouvoir y toucher. Il a fallu que le président de la République les convoque tous et leur dise qu'est-ce qu'il faut faire.
Pour arriver à stabiliser la monnaie, ils ont dit qu'il faut qu'on injecte des dollars sur le marché humain. Alors, faites-le. C'est comme ça qu'ils sont allés et ils ont injecté combien? 150 millions de réserves de dollars tirés donc des réserves d'échange. Mais est-ce qu'ils ont cette possibilité-là de revenir tout le temps sur le marché? Dès qu'il y a une attaque sur la monnaie, injecter 150 millions ou 200 millions tirés donc des réserves d'échange. Ils n'ont pas cette flexibilité. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes en dessous des 3 mois de couverture des importations et on fait pression sur nous pour qu'on puisse constituer davantage donc des réserves d'échange. Pour cette possibilité-là, on l'a utilisée. On ne sera pas utilisé tout le temps comme on souhaite. Maintenant, quelle est la deuxième option? Si on ne peut pas utiliser les réserves d'échange, il y a une deuxième option. La deuxième option, c'est laquelle? C'est de pouvoir emprunter sur les marchés financiers pour financer le déficit public. Et nous avons tenté ça. Le gouvernement de la RDC a émis des obligations de trésor de 30 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on voulait emprunter. Quand on dit obligation de trésor, c'est-à-dire qu'on dit au marché, moi, l'État, je voudrais emprunter qui veut souscrire au titre BGM et vous souscrivez, on vous paye un certain pourcentage, un certain coupon. Et le gouvernement a emprunté, au bout de la période convenue, on va vous rembourser. L'État a voulu emprunter 30 millions de dollars. Résultat, ils n'ont pu récolter que 14 millions. 14 millions sur 30 millions pour un grand pays comme la RDC. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais moi j'appelle ça échec total. Ils ont échoué de mobiliser de l'argent du marché financier. Pourquoi? Parce que la crédibilité financière de l'État est sujette à caution. L'État ne paye pas ses dettes, ne rembourse pas ses dettes. Et regardez même quand on doit payer les employés, les fonctionnaires de l'État. On paye avec l'État ou bien on dit on va payer la semaine prochaine. Non, il faut que tous les fonctionnaires de l'État soient payés à une date fixe, sans explication. Si c'est le premier du mois, on paye. Si c'est le dernier du mois, on paye le dernier jour du mois. Et si on dit non, ce mois on n'a pas d'argent, il faut attendre 2 semaines plus tard, c'est que cet État-là n'a pas de crédibilité financière pour pouvoir emprunter et qu'on lui prête en fermant les yeux. C'est pour ça que quand ils ont tenté d'emprunter 30 millions, ils n'ont pu récolter que 14 millions. Alors imaginez maintenant s'ils essayent d'emprunter pour financer tout le déficit public. On a dit le déficit d'environ 8 milliards de dollars. Est-ce qu'ils peuvent emprunter sur le marché financier? Ils ne peuvent pas emprunter et ils ne vont pas réussir. Donc cette option-là est à écarter maintenant. Quelle est la troisième option maintenant pour financer le déficit public qui reste? C'est de recourir à ce que j'appelle la planche à billets. La planche à billets, c'est-à-dire, on allume cette petite machine-là à la banque centrale qu'on appelle l'hôtel de monnaie, qui fabrique des billets et qu'on jette sur le marché. Quand vous allez à Kinshasa, les amis, vous allez trouver que tous les jours, les changeurs d'argent, ils ont des paquets d'argent comme ça, tout neufs, qui n'ont jamais été utilisés, avec des numéros qui se suivent. Je leur demande souvent où est-ce que vous avez trouvé cet argent-là. Ils me regardent, ils sourient et puis ils me disent, on ne peut pas vous dire parce qu'on voit souvent à la télévision, on ne peut pas que vous nous fassiez arrêter. J'ai dit non, je ne suis pas là pour faire arrêter, je voudrais juste comprendre d'où vient l'argent. Il dit, il y a des gens qui viennent nous donner ça la nuit et qui nous demandent d'échanger rapidement pour leur donner des dollars. C'est la planche à billets. À cause de ce phénomène de planche à billets, ils ont créé ce que j'appelle la surliquidité en francs congolais. Trop de francs congolais en circulation. Est-ce que vous comprenez le sens de la surliquidité? La surliquidité, c'est-à-dire trop de francs congolais en circulation. Quand on a trop de francs congolais en circulation et trop peu de devises pour soutenir ces francs congolais-là, qu'est-ce qui arrive? C'est la dépréciation monétaire. Parce que ceux qui ont trop de francs congolais vont donner trop d'argent pour avoir le peu de dollars qui existent. C'est comme ça que le taux d'échange se déprécie tous les jours contre le franc congolais, ou bien c'est le dollar qui semble pouvoir s'apprécier. En réalité, le dollar reste constant, mais c'est le franc congolais qui se déprécie parce qu'il y a trop d'argent qu'on a mis en circulation. Maintenant qu'il y a cette surliquidité du franc congolais et l'instabilité du taux d'échange, les gens ont remarqué que ça entraîne la perte de valeur du pouvoir d'achat. Parce que les prix des biens et services restent fixés dans les têtes des gens en dollars. Et on les convertit en francs congolais. Quand on convertit en francs congolais, on constate que le sac de farine le matin, il coûtait par exemple 25 $, l'équivalent de 5 $. Le soir, il coûte
En francs congolais, toujours 25 $. Mais plus maintenant de francs congolais que ce qu'on devait payer le matin. Les prix des biens et services augmentent. Et par conséquent, le pouvoir d'achat de la population diminue. Pourquoi? Parce que les salaires des gens restent figés en francs congolais. Avec les mêmes salaires, vous ne pouvez pas acheter la même quantité de biens le matin, le soir ou le jour suivant, à cause de cette situation. Alors, maintenant, la Banque centrale a dit qu'elle va déployer les instruments de politique monétaire pour arriver à régler ce problème de surliquidité des francs congolais. Qu'est-ce que la Banque centrale a fait? Elle a décidé de déployer 2 instruments. Le premier instrument, c'est le coefficient des réserves obligatoires. Ils ont augmenté le coefficient des réserves obligatoires sur les dépôts en francs congolais de 0 à 10%. Et maintenant, ils ont aussi déployé le taux directeur, le taux d'intérêt directeur, c'est le taux auquel les banques commerciales se financent auprès des banques de la Banque centrale. Ils ont augmenté ce taux directeur d'abord de 9 à 11% et de 11 à 25% la semaine dernière. Mesdames et messieurs, réfléchissons un peu. Quand on augmente le taux des réserves obligatoires, le taux directeur de 9 à 11 et de 11 à 25% en moins de 2 mois. Imaginez maintenant ce qui arrive aux taux d'intérêt commerciaux. Les taux d'intérêt commerciaux sont les taux d'intérêt qu'appliquent les banques commerciales à leurs clients, c'est-à-dire vous et moi, ou bien les entreprises. Les taux d'intérêt commerciaux vont être à peu près de combien? Quand le taux directeur est de 25%, les taux d'intérêt commerciaux vont être de 30, 31, 32, 35%. Mais dites-moi, qui dans cette salle peut emprunter au taux de 30%? Non? Et faire des activités économiques rentables, dégager suffisamment d'argent pour payer la charge financière à la banque et continuer à être en activité. Qui dans cette salle? En d'autres termes, la mesure qui est prise par la Banque centrale pour stabiliser la monnaie, stopper une inflation galopante qu'ils ont créée eux-mêmes en fabriquant tout plein d'argent. Maintenant, en faisant cette mesure-là d'augmentation des taux directeurs, la Banque centrale du Congo tue l'économie nationale. Ils ont tué l'économie nationale. Et on appelle ça mesure présidentielle de stabilisation de la monnaie. Mesdames et messieurs, nous sommes mal partis. Nous sommes très mal partis. Alors, je vais maintenant juste faire quelques critiques de ce que je viens de vous dire là. Qu'est-ce que je trouve de très catastrophique? La première mesure, qui est celle d'augmenter les taux directeurs, j'estime qu'elle n'est pas réfléchie. Et elle est dictée par des impératifs politiques. Et ces impératifs politiques-là, ça ne va pas donner de résultats. N'oubliez pas que nous avons les élections en décembre 2023. Tout ce que la présidence de la République peut faire aujourd'hui, c'est pour gagner l'électorat en 2023. Ils sont, ils sont pressés de trouver des résultats à montrer à la population pour gagner le vote. Et c'est ça justement qui justifie ce que les Blancs appellent l'indépendance de la Banque centrale. Pour bâtir des banques centrales crédibles, il faut dissocier les pouvoirs politiques des pouvoirs de création monétaire. Il faut séparer la Banque centrale du Congo des politiciens. Si vous ne le faites pas, vous avez tué le pays. Et nous allons avoir l'évolution des taux d'échange, exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ils sont en train de répéter la même recette pour le désastre. Par conséquent, moi je propose que je considère que le cadre qui a conduit à l'adoption des mesures présidentielles de stabilisation monétaire, ce cadre-là, il est médiocre, il est mauvais. Quel est ce cadre? On voit le président de la République qui invite l'IGF, l'Inspection générale des finances, qui invite la FED, la Fédération des entreprises du Congo, qui invite les banques commerciales, et je souligne étrangères, parce que toutes les 15 banques commerciales sont des banques commerciales étrangères, qui invitent les ministres sectoriels d'économie et finances. Je pense qu'ils ont même invité l'ANER, la police et l'ANER. Ils ont invité tout le monde, ils les ont mis autour de la table, ils ont invité la Banque centrale du Congo dans cette réunion-là. Et ils ont ensemble pris des mesures
qu'on appelle des mesures présidentielles de stabilisation de la monnaie. Mais, mesdames et messieurs, en faisant ça, en convoquant la Banque centrale de cette façon-là, devinez quoi? Nous avons violé la Constitution. Je veux qu'on nous projette l'article 176 de la Constitution. Ah, c'est ça. On a violé l'article 176 de la Constitution qui définit les missions ou les attributions de la Banque centrale. On dit que la Banque centrale du Congo a pour mission, elle est chargée exclusivement d'émettre de la monnaie qu'on a en circulation. Elle est gestionnaire de la politique monétaire de l'État, elle est gestionnaire des réserves internationales, elle joue le rôle de prêteur de dernier ressort, et il y a aussi le rôle de conseiller économique et financier du gouvernement, elle est le caissier de l'État. À cette réunion-là, où il y a eu tout le monde, à cette réunion-là, ils ont décidé que désormais, la Banque centrale du Congo ne doit plus, on lui a levé le rôle de caissier de l'État. En d'autres termes, on ne doit plus payer certaines factures du trésor public au guichet de la banque. C'est le rôle de guichet de l'État, le rôle de conseiller, de caissier de l'État. Mais comment voulez-vous que vous puissiez annuler une fonction qui est reconnue à la Banque centrale, comme ça, dans une réunion de quelques individus, sans toucher à la Constitution? C'est une mesure qui viole la Constitution. Ça, c'est là. De maintenant, dans l'article 176, on dit que pour réaliser ses missions statutaires, la Banque centrale du Congo, elle est autonome et jouit, elle est indépendante de l'autonomie de gestion. Quand on dit maintenant, vous, Banque centrale, avec l'IGF, avec tout le monde, venez asseyez-vous ici, on va décider ensemble. Vous croyez que la Banque centrale est encore autonome? On a violé l'autonomie de la banque. Or, je vais vous dire une chose, la crédibilité de tout ce que la Banque centrale peut faire, y inclut dans le domaine de la stabilisation de la monnaie, dépend de la crédibilité de la Banque centrale. En faisant juste cette réunion-là, on a enlevé à la Banque centrale l'indépendance, on a violé la Constitution et surtout, on a discrédité la banque. Il ne peut plus sortir comme ça, ouvrir la bouche et dire moi, autorité monétaire, voici ce que je vous demande de faire. C'est le cadre de conception de mise en œuvre maintenant de cette politique-là. Je considère comme très mauvais. Autre chose dans les mesures que le pouvoir a adoptées, le système d'échange, c'est quoi d'abord? Quand on parle donc du taux d'échange, je voudrais demander aux étudiants en sciences économiques qui sont dans cette salle, un taux d'échange c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est un taux d'échange? Rapidement. C'est quoi? Allez-y madame. Un taux d'échange c'est quoi? Les taux d'échange c'est les prix d'une monnaie à une autre. Mais voilà, il a tapé juste. Les taux d'échange c'est les prix d'une monnaie à une autre. Donc, si on n'arrive pas à développer l'économie nationale, l'économie provinciale, l'économie régionale, c'est de cette façon-là que nous allons développer une base productive qui va nous permettre de diminuer les importations, surtout des biens de consommation, et surtout de développer aussi des produits exportables. Au-delà donc des matières premières qui sont donc les minéraux, on peut développer les produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de cette présentation. Je vous remercie.